Je m'appelle Saïd. Je suis né dans un petit village près de Guelma, dans le nord constantinois. Le 8 mai 1945, j'avais 17 ans. Je me souviens des émeutes de Sétif et de la réaction des militaires français. J'ai perdu mon oncle dans la répression qui a suivi. C'est à son enterrement que j'ai vu le drapeau algérien pour la première fois. Ensuite, je suis devenu ouvrier agricole dans une ferme de Français. Ça gagnait pas beaucoup. J'avais un cousin à Paris, il me racontait que c'était moins pire là-bas. Souvent, il réussissait à nous envoyer de l'argent. Quand c'est devenu trop dur ici, je me suis dit que c'était la seule solution. Alors je suis parti, j'ai laissé ma femme et ma fille qui venaient de naître, et j'ai pris le bateau à Alger. Mon cousin m'a loué un lit dans sa baraque au 66 rue des Prés, ce qu'on appelait à l'époque le bidonville de Nanterre. J'ai trouvé un travail d'ouvrier dans le bâtiment, chez un patron à Neuilly. Ça ne gagnait pas trop mal. Pour nous, les Algériens, la vie était pas facile. Au bidonville, il y avait la boue, partout la boue. On essayait d'améliorer la situation, surtout qu'il y en avait beaucoup comme moi qui travaillaient dans le bâtiment. On aurait pu bricoler quelque chose, mais les policiers nous empêchaient. On n'avait pas le droit de construire. On cachait les parpaings, les sacs de ciment et on travaillait la nuit ou tôt le matin. La police faisait parfois des descentes dans les baraques. Quand ils voyaient de nouvelles constructions, ils cassaient tout. Au bout d'un an, j'ai réussi à me faire un chez-moi. Alors j'ai amené ma femme et ma fille. C'était dur pour elle au début. Jamila, ma femme, elle est tombée malade. Il y avait le docteur, Mame Suzanne, la seule qui venait au bidonville. Elle s'est occupée de Jamila. Grâce à elle, ma femme a guéri. En 1958, les attentats ont commencé. Il y a eu le premier couvre-feu. Il disait que c'était fortement déconseillé de circuler la nuit pour les Algériens. Moi, je commençais le travail à 4 heures du matin, alors vous savez... Je me suis fait embarquer par la police. J'ai dû arrêter le travail pendant une semaine tellement ils m'ont esquinté. Heureusement, le patron, il m'a gardé. Je payais 1300 francs de cotisation, une journée de salaire. Tout le monde payait. C'est normal, pour l'indépendance. Le Front de Libération Nationale a décidé qu'il fallait combattre le couvre-feu. On devait continuer à sortir comme si de rien n'était. Il y a eu des violences, mais au bout de quelques semaines, la situation est redevenue comme avant. On pouvait circuler presque normalement. Bon, fallait éviter de traîner, comme d'habitude. Le FLN a continué les attentats. Les policiers étaient de plus en plus durs. Il y avait des descentes quasiment tous les soirs. Tu travailles toute la journée et au milieu de la nuit, la police rentre chez toi. Ils t'insultent. Moi, ils m'ont insulté, ils m'ont frappé devant ma femme. Si t'as de la chance, ils t'amènent pas à Vincennes. Sinon, tu es bon pour une semaine. On n'en pouvait plus. C'était pas possible de vivre comme ça, la peur tout le temps. On méritait pas ça. Le 17 octobre, j'ai fini le travail vers 16h, 16h30. À 17h, un responsable du front est venu nous prévenir. On devait manifester pour protester contre le couvre-feu. On avait rendez-vous place de l'Étoile à 20h30 précise. Ils nous ont dit d'amener les femmes et les enfants. On a mis nos plus beaux habits, les habits du dimanche, costumes 3 pièces et chaussures cirées, et on s'est rassemblés à la sortie du bidonville. Les responsables sont venus vérifier qu'on était tous là. On a tous été fouillés. Le FLN voulait empêcher que certains soient armés.
Je dois dire que j'étais pas très confiant. Je connais la police. Et avec Jamila et Zineb, j'étais pas tranquille. Je me rassurais en me disant que c'était en plein Paris. Il y aura du monde. Ils oseront pas. On avait rendez-vous à la Défense pour aller au pont de Neuilly. Sur le chemin, tous les chauffeurs de bus ont refusé de nous prendre. Alors on a marché, sous la pluie. À l'arrivée au pont, j'étais presque en début de cortège. Les femmes lançaient des you-you et la foule criait « Tahia, Jazair, vive le FLN !» Il y avait les policiers et des harkis en ligne qui bloquaient l'accès. Ils avaient des bâtons et des mitraillettes. Le cortège a ralenti. On s'est arrêté. Les policiers nous fixaient. Une femme a crié « Tahia el Jazair, vive l'Algérie, vive l'indépendance !» On s'est tous mis à reprendre les slogans. C'est là qu'un harki a tiré. Je l'ai vu de mes yeux. C'était un harki avec sa mitraillette. Il a tiré sur la foule. Après, ils ont chargé. Se sont jetés sur nous. J'ai vu des personnes tabassées à coups de crosse. Un jeune homme s'écroule juste devant moi, comme ça, d'un coup. La façon dont il est tombé, j'ai su tout de suite qu'il était mort. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'essayais de chercher Jamila, la petite. À ce moment-là, on était encore quelques-uns. On a tourné dans une petite rue, sur le côté, et on est tombé sur d'autres policiers. Alors je me suis protégé avec les mains au-dessus de la tête. Ils m'ont matraqué, ils m'ont cassé les doigts. J'avais jamais vu ça, ils étaient fous. Après, on nous a fait rentrer dans un bus RATP. On devait être 80 là-dedans, entassés comme de la viande. À travers la buée, j'ai aperçu un type qui prenait des photos. Il est remonté rapidement sur son scooter. Et puis ils nous ont emmenés. Pendant ce temps, dans le bus, on essayait de savoir qui était là. On est arrivé au Palais des Sports. À la descente, le long des grilles, il y avait des policiers alignés sur 2 lignes. Terminus, les ratons, tout le monde dehors. Ils nous ont sortis. Et après, ça matraquait. Ça matraquait. Sur tout le trajet, on nous frappait. On nous crachait au visage. J'ai vu des policiers porter un brancard avec un frère qui ne bougeait plus. Je me suis dit, on va tous finir comme lui. On était tous blessés. Moi, j'avais la tête ouverte. Ils nous ont emmenés dans la grande salle du Palais des Sports. Tout le monde était debout, silencieux. On entendait une voix au mégaphone. Celui qui bouge, celui qui fait le méchant, tiens lui dessus. Personne ne parlait. On était terrorisés. On n'avait rien bu, rien mangé. La plupart des gens étaient blessés. Certains avaient encore des plaies ouvertes. Quand tu vas aux toilettes, il y a 2 policiers qui sont de chaque côté de la porte. 2 coups de pied pour aller pisser. Au retour, 2 coups de pied. Il y en a qu'on préférait faire sur place plutôt que d'aller aux toilettes. Au bout de quelques jours, les policiers sont venus nous chercher. « Allez, debout !» Cette fois, ils ont utilisé les camions militaires pour nous transporter, et à chaque fois les rangées de policiers qui nous attendaient. On ne savait pas où ils nous emmenaient. Un certain nombre de manifestants. Ici Orly. Déploiement de forces de l'ordre discret mais inhabituel sur l'aéroport de Paris. 100 à 150 musulmans algériens vont être ramenés en Algérie et assignés à résidence. Ce sont les premiers manifestants de mardi soir qui sont ainsi frappés par les mesures d'assignation. 2 super constellations d'Air France sont là, entourées d'une forte escorte de CRS. Les musulmans algériens viennent d'arriver dans 4 cars de la préfecture de police. Ils sont calmes, escortés par des agents. Ils n'ont absolument aucun bagage, aucune valise. Il fait très froid sur cette piste d'Orly et les cols des manteaux sont relevés. Les uns après les autres,
Les assignés montent dans l'avion. Les uns sont crispés. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme.